On a sûrement tous déjà vu ce mot cachère sur des emballages au supermarché. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce label qui est, vous allez voir, bien plus complexe et surprenant qu'on ne l'imagine. Alors pour commencer, un chiffre. Et attention, c'est un chiffre qui donne un peu le vertige. En 2024, le marché mondial de l'alimentation cachère, c'est plus de 32 milliards de dollars. Pour se faire une idée, c'est carrément plus que toute l'industrie de la musique enregistrée dans le monde. On parle donc d'un véritable géant économique qui dépasse de très loin le cadre d'une seule communauté. Mais voilà, le plus étonnant, c'est ce que ce graphique nous révèle. Presque la moitié de ces consommateurs, 42% pour être précis, ne sont pas juifs. Alors qu'est-ce qui peut bien pousser des millions de personnes à choisir des produits cachers? C'est vraiment la question au cœur de notre sujet aujourd'hui. Bon, pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord qu'on comprenne les bases. En fait, tout le système repose sur 3 grandes catégories d'aliments. Alors d'un côté, on a le bassari qui représente tout ce qui est viande, de l'autre, on a le halavi pour les produits laitiers. Et là, on touche à la règle d'or de la cacheroute, c'est le nom de l'ensemble des lois alimentaires juives, et cette règle est simple et surtout elle n'est pas négociable, on ne mélange jamais les deux. Jamais. Mais alors, comment on fait au quotidien? C'est là qu'intervient la 3e catégorie et honnêtement, c'est la clé de tout le système, le par rêve. C'est la catégorie neutre, un peu celle qui peut jouer dans les 2 équipes. Regardons un peu cette liste. Les fruits, les légumes, le poisson, les œufs. Eh bien, comme tous ces aliments sont neutres, on peut les manger aussi bien avec un plat de viande qu'avec un plat à base de fromage. Et c'est ça qui rend la cuisine cachère possible et surtout très variée au quotidien. Ok, mais comment cette séparation s'organise en pratique? On va voir que ça va bien au-delà de ce qu'on met simplement dans son assiette. Et en fait, tout ça vient de cette unique phrase qu'on retrouve 3 fois dans la Torah. À partir de là, les rabbins ont développé une triple interdiction. Interdiction de cuire la viande et le lait ensemble, interdiction de les manger ensemble et même interdiction d'en tirer profit de quelque manière que ce soit. Alors concrètement, ça donne quoi? D'abord, il y a une règle de temps. Après avoir mangé de la viande, on doit attendre plusieurs heures avant de pouvoir consommer un produit laitier. Ensuite, une règle d'espace. On utilise des ustensiles, de la vaisselle et parfois même des éviers complètement séparés. C'est d'ailleurs pour ça qu'un restaurant cachère sera soit spécialisé en viande, soit en produits laitiers. Mais il ne fera jamais les deux. Très bien, mais du coup, quand on est au supermarché, comment on fait pour s'y retrouver? Eh bien, il faut chercher un petit symbole, ce qu'on appelle le Escher. Ce symbole, c'est un peu le passeport caché du produit. C'est la garantie qu'une autorité rabbinique a tout vérifié. Les ingrédients, le processus de fabrication, tout a été inspecté et validé. Allez, prenons l'un des plus connus dans le monde, le OU de l'Orthodoxe Union. Si on voit juste OU, ça veut dire que le produit est neutre par rêve. Si on voit OUD, le D c'est pour dairy, donc le produit est laitier. OU meat pour la viande. Et ça va même plus loin avec des spécificités comme OU fish ou OUP pour Pessah, la Pâque juive, où les règles sont encore plus strictes. C'est un vrai petit langage codé sur l'emballage. Et là, logiquement, ça amène une question très fréquente. C'est quoi la différence entre le kasher et le halal, qui est la loi alimentaire de l'islam? J'aime beaucoup cette phrase trouvée sur un forum en ligne parce qu'elle résume parfaitement la situation. C'est une compatibilité qui ne va que dans un sens. Et la raison, elle se trouve dans les détails. Quand on y regarde de plus près, les différences sont vraiment majeures. Par exemple, l'abattage cachère doit être fait par un shocher, un sacrificateur qui a reçu une formation spécifique. Et surtout, il y a une inspection obligatoire des organes de l'animal après l'abattage, ce qui n'est pas le cas pour le halal. Et bien sûr, il y a les règles de base. Le halal autorise le mélange viande et produits laitiers, ce qui est absolument impensable dans le kasher. Et à l'inverse, le vin peut tout à fait être kasher, mais il ne sera jamais halal. Tout ça nous ramène donc à notre grande question du début. Avec des règles aussi précises et contraignantes, pourquoi est-ce que tant de consommateurs non juifs choisissent ces produits? Et la réponse, comme le montre bien ce graphique, est assez fascinante. La raison numéro 1 n'est pas du tout religieuse. Pour 62% de ces consommateurs, le logo kasher est tout simplement vu comme un gage de meilleure qualité et de sécurité alimentaire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le label kasher est devenu une sorte de super label par procuration. Pour les végétaliens, un produit par rêve, c'est la garantie qu'il n'y a absolument aucune trace de produits laitiers ou de viande. Pour quelqu'un qui est intolérant au lactose, un produit certifié viande ou par rêve, c'est une vraie sécurité. Au final, cette certification répond à des besoins et à des inquiétudes qui dépassent complètement son cadre religieux d'origine. Finalement, ce succès du kasher, bien au-delà de sa communauté d'origine, ça pose une question beaucoup plus large. Dans une époque où on se méfie de plus en plus de l'industrie alimentaire, est-ce que des systèmes comme celui-ci, basés sur une supervision stricte et une transparence totale, même s'ils sont très anciens, ne seraient pas d'une certaine manière l'avenir de notre confiance dans ce que nous mangeons ?